Salut tout le monde, bienvenue à cette autre édition du podcast sur les ondes d'Être-Chemin Télé, édition du 19 janvier 2026. Première édition en fait de l'année 2026, donc on va vous souhaiter évidemment une très belle année. Santé, c'est le plus important, le reste, on peut travailler pour, donc sans la santé, on peut pas faire grand-chose malheureusement. Donc, et aujourd'hui, écoute Stéphane, on va faire un podcast qui fait en fait un suivi d'un podcast qu'on a fait il y a quelques semaines parce que il y a quelques semaines, on avait parlé un peu de la formation pour les Olympiques du côté du Canada. Quel joueur on amènerait si c'était nous qui avait bâti cette formation-là? Eh bien là, les alignements ont été dévoilés là, de tous les pays. Donc, on va pouvoir parler de qu'est-ce qui s'est passé. En réalité, le vrai alignement d'Équipe Canada, on va analyser ça et on va également parler des autres pays là, qui sont dans les hauts sommets, là, les États-Unis évidemment qui viennent en tête, la Suède, la Finlande qui font des bonnes formations aussi. Et on va également là, parler de nos fameuses équipes locales là, pour faire un petit suivi parce que même si nous on est en congé, eh bien les équipes ont eu des rencontres là, durant le temps des fêtes et certaines ont même eu du succès. Là, le Kraken est en feu! Le Kraken est en feu, mon cher Stéphane. Mais ça, Rick Pouliot! Oui, qu'il y a eu. Écoute, on va se garder ça pour tantôt, mais oui, il est revenu en forme. Il était parti en voyage, je pense, puis là, il est revenu, puis disons que le soleil a dû lui faire du bien. Oui, c'était. En fait, ça a sorti le Ça a été productif, ce voyage-là. Et le retour sur la glace aussi aurait été productif. Yes. Mais on va commencer avec le gros sujet du podcast, soit les Jeux olympiques. Écoute, Stéphane, on est déjà à peu près un mois des Jeux, ça va quand même vite, là. Et je pense que ça va trop vite pour ceux qui fabriquent la patinoire là-bas, parce que, oh boy, que c'est pas très facile là-bas. Je sais pas si tu as vu ça, ils ont fait un test sur la glace, puis il y avait des trous dans la glace, tellement que, puis la configuration de la patinoire était pas la bonne non plus au début. On se rappelle, ils avaient fait ça plus court que c'était supposé. Bref, rien ne semblait aller, et il reste seulement un mois pour corriger tout ça, donc j'ai hâte de voir comment on va s'en tirer avec ça. Depuis ce temps-là, au moins, on a fait des tests. Là, on a eu des matchs qui ont été joués là, par la Ligue là-bas en Italie. Mais il y a eu un communiqué qui a été fait de 3 heures, là, autour de 5-6 heures au l'heure du souper, comme quoi que l'organisation de la IHF et de la NHLPA NHL avait quand même donné de bonnes cotes sur la nouvelle patinoire qui était travaillée de jour et nuit depuis ce temps-là. Donc, on va considérer les activités de ce côté-là, Max. Mais au moins, on semble avoir la lumière au bout du tunnel, enfin. Côté de la patinoire, beaucoup trop petite de l'Italie. Ben écoute, allons-y avec l'équipe qui nous intéresse le plus, évidemment, celle du Canada. Donc, on a dévoilé l'alignement que vous voyez à l'écran présentement. Donc, à l'attaque, Macklin Celebrini, on a Anthony Cirelli, Sidney Crosby, Brendan Eagle, Bo Horvat, Nathan McKinnon, Brad Marchand, Mitch Marner, Connor McDavid, Braden Point, Sam Reinhart, Mark Stone, Nick Suzuki et Tom Wilson. En défensive, on va miser sur Drew Doughty, Thomas Harley, Cale Makar, Josh Morrissey, Colton Parayko, Travis Anheim, Shea Theodore, Devon Taves. Et devant le filet, on va miser sur un trio de Jordan Binnington, Darcy Kemper et Logan Thompson. Tes premières impressions, Stéphane, sur cette formation canadienne. Et là, on va mettre un astérix sur le nom de Braden Point parce qu'on enregistre présentement le 12 janvier. Ouais. Et ce soir, le Lightning qui joue contre les Flyers et Braden Point qui a quitté la rencontre avec une blessure au genou. Qui semble être au genou, et ça, c'est jamais bon, là, ces blessures-là. Donc, ça se pourrait très bien qu'on doit se passer d'un Braden Point dans un mois là, du côté d'Italie. Mais sinon, quand même. Ouais, mais sinon, qu'est-ce que tu penses de cette formation-là? Est-ce que c'est pas mal c'est pas mal comme tu l'avais imaginé? Est-ce que tu penses qu'il y a eu des gros oublis? Comment tu vois ça? On est conservateur du côté du Canada, malheureusement, depuis trop d'années. Là. Je pense qu'il y a des joueurs là-dedans qui auraient pu facilement être remplacés. Non, parce que l'accompagnement des 4 nations a mal été. On a gagné du côté du Canada, je pense que ça ne change rien, mais on avait peut-être d'autres talents. Au niveau des gardiens de but, je suis pas déçu, mais je pense qu'un Blackwood aurait pu être considéré du côté du Canada. Là, on s'entend que Mackenzie Blackwood, présentement, fait super bien avec le Colorado. Puis vous allez me dire, oui, mais c'est le Colorado. Ça reste que est-ce que vraiment Binnington mérite d'avoir sa place là au Kemper? Je suis d'accord, il a gagné la Cup Nation, Binnington, puis il a bien gardé, mais on sait que présentement, le gardien de but qui va être dans les buts, ça va être Logan Thompson. Là, c'est lui qui connaît la meilleure saison. Enfin, a été choisi malgré la rogne ou ce que les dirigeants l'aimaient moins. Là, on avait entendu cette rumeur-là l'année passée avec les 4 nations. Donc, mais si on en parlait sur l'autre podcast, Max, j'ai rien contre Anthony Cirelli, j'ai rien contre Brendan Eagle, j'ai rien contre des gars comme ça, mais je pense qu'on aurait pu chercher d'autres joueurs qui étaient peut-être un peu mieux placés, qui font mieux présentement.
Évidemment, Connor Bedard était blessé pendant ce temps-là, ça a été un petit peu difficile, mais Mark Scheifele, Sam Bennett étaient des joueurs qu'on pensait peut-être voir là. Je suis content de voir, c'est Brad Marchand. Puis je pense que Brad Marchand, cette année, a vraiment démontré que c'était un joueur élite. Avec là, manque quand même deux attaquants de puissance du côté des Panthers. Puis vraiment, Brad Marchand traîne cette équipe-là vraiment sur ses épaules présentement. Donc, vraiment content de le voir là pour peut-être une dernière fois avec son bon chum Crosby et son bon ami aussi, là, McKinnon, là, qui vont les trois de la même province. Donc, oui, un peu déçu quand même, mais écoute, le temps va nous le dire, Max, puis je pense qu'on va voir à long terme. Puis, tu sais, si je complète au niveau des défenseurs, j'aurais vraiment beaucoup aimé ça voir Schaeffer, là, peut-être à la place d'un Sanheim. Schaeffer, ouais. Apporter quand même un gars de 18 ans, je sais que c'est jeune, mais je pense qu'on aurait pu donner la place à un gars qui va tellement bien présentement national, qui change un petit peu la dynastie, la dynamique au niveau des Highlanders. Je pense que je l'aurais préféré à un Sanheim, malheureusement. Moi, la grosse, pas la grosse prise, mais ce que j'ai aimé le plus de cette formation-là, c'est comme tu as mentionné tantôt, enfin, on a amené Logan Thompson, là, parce que honnêtement, c'est un des gardiens les plus en feu présentement avec le Canada. En fait, le gardien le plus en feu du côté canadien là, dans la LNH. On se rappelle du côté de la Coupe des Quatre Nations, on ne l'avait pas emmené, puis il y avait des rumeurs comme quoi que les dirigeants qui avaient bâti cette équipe-là n'étaient pas des gros fans de Thompson. Ben là, finalement, on a laissé ça de côté, puis on a décidé de l'amener aux Jeux Olympiques. Là, je pense que c'était le gardien à amener. Oui, Blackwood aurait pu avoir sa place, puis même Wedgwood aussi qui fait très bien du côté de l'Avalanche. Puis tu sais, tu disais tantôt l'argument de ouais, mais c'est sûr, il est avec l'Avalanche du Colorado. Mais regardez l'équipe qu'il y aurait devant lui, là, Blackwood. Je pense qu'il s'en tirerait aussi bien qu'avec l'Avalanche. C'est une équipe qui est encore meilleure que l'Avalanche du Colorado. Donc, je pense qu'il tirerait vraiment son épingle du jeu. Mais du côté de Binnington, clairement, c'est sa victoire à la Coupe des Quatre Nations là, qui fait en sorte qu'il est là, parce que, comme tu as mentionné, les Blues, c'est pas une grosse saison cette année. Mais Binnington prouve que devant un bon club, il est capable de faire le travail. Donc, c'est lui qui avait quand même connu une grosse Coupe des Quatre Nations. Ça aurait été un peu, je dirais pas un coup bas, mais tu sais, je pense qu'il fallait l'amener du côté de Binnington. C'est Kemper que je suis un petit peu moins sûr. Là. Souvent blessé, puis c'est pas un gardien qui est extraordinaire. Moi, j'aurais aimé avoir un Blackwood là ou un Wedgwood. Là. Sinon, du côté de l'attaque, quand même satisfait de ce qu'on a amené. Je suis content qu'on ait amené Celebrini. Là. Écoute, c'était tellement une grosse saison que là, avec les Sharks de San Jose. Il transporte cette équipe-là à lui seul. Là. Ouais. Et il y a une vingtaine de points de plus que le deuxième meilleur pointeur des Sharks. Ça prouve à quel point il transporte vraiment cette équipe-là. C'est peut-être plus, mais la dernière fois que j'avais regardé, c'était une vingtaine de points, là, mais ça se peut que ce soit plus. En défensive, j'ai deux réserves. Il y en a une que je comprends quand même. L'autre, un petit peu moins. Drew Doughty, je sais que c'est un vétéran qui a du vécu et tout ça, mais il est rendu à 36 ans. C'est pas une si grosse saison que ça qu'il a présentement avec les Kings, là, mais je comprends que c'est un vétéran. Il a été là dans les 2-3 derniers Jeux Olympiques quand la LNH pouvait y aller. Mais j'espère qu'il n'y aura pas un rôle si important que ça parce qu'à 36 ans, c'est plus le Drew Doughty dans son prime, là, on s'entend. Et l'autre, c'est Colton Parayko, que non plus que c'est pas un défenseur qui. Grosse année. C'est pas un défenseur qui m'allume tant que ça, mais en même temps, je peux comprendre que des droitiers, il n'y en a pas tant que ça non plus. L'autre choix serait pas être Noah Dobson, mais ça peut se débattre ces deux-là. Mais à droite, je suis moins convaincu. À gauche, on a quand même des bons joueurs. Là, je veux dire, Harley Morrissey, chez Theodore. Évidemment, Devontae, je pense qu'on l'a. Parce que lui non plus, Devontae, c'est pas une grosse saison, mais je pense qu'on l'a amené parce que on va sûrement le jumeler avec Kel McCarr, là, qui connaît très bien. Puis, il y a ça aussi, la chimie qui est quand même très important là, dans un tournoi qui est court comme ça. Donc, c'est débattable. Moi, personnellement, je ne l'aurais pas nécessairement amené, mais je comprends la raison pour laquelle on l'a amené. Mais sinon, à l'attaque, il n'y a pas vraiment de nom qui. Je sais que tu ne tripes pas tant sur Chiarelli, mais c'est des joueurs qui vont jouer des avantages numériques, qui vont jouer sur une 4, qui vont avoir des rôles défensifs. Ça en prend. Est-ce que Scheifele aurait pu faire le même travail? Totalement d'accord. Moi aussi, j'aurais préféré Scheifele à Chiarelli, mais quand on regarde qui est là, qui dirige l'équipe et qui l'a bâti, on comprend un petit peu pourquoi que Chiarelli est là. Je veux dire, c'est quand même assez bien représenté au niveau floridien, si on peut dire ainsi.
Donc, pas surpris de les voir là. Mais non, grosso modo, dans l'ensemble, évidemment, c'est une grosse formation qui va être menée par les Crosby, les McKinnon, les McDavid, juste ces trois-là. Ça va être assez spectaculaire. Je déteste pas l'ajout d'un Tom Wilson qui va peut-être jouer plus la carte de robustesse, mais là où j'ai un peu peur avec Tom Wilson, c'est que là, on va jouer avec les règlements internationaux et non les règlements de la Coupe des Quatre Nations qu'on pouvait jeter les gants et n'avait pas de problème. Là. Mais ceux qui regardent le championnat mondial hockey junior peuvent le constater qu'on lève le bras assez facilement. Donc, il ne faudra pas trop que Tom Wilson s'énerve là, dans ce tournoi-là parce que son indiscipline pourrait coûter la médaille d'or là, au Canada. Mais s'il demeure dans ses limites, s'il demeure dans la légalité, c'est un atout qui est quand même intéressant là, dans un bas d'alignement, dans un 3e ou 4e trio. Oui, effectivement. Puis, tu sais, oui, je comprends qu'il faut que tu aies des joueurs défensifs, mais je pense que Tom Wilson, tu sais, s'il donne l'opportunité de jouer un peu plus robustesse, ça va peut-être aider. Là, évidemment, c'est un joueur qui est c'est un power forward, là, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. C'est un gars qui peut déplacer de l'air. Mais comme tu dis, c'est un tournoi qui est un petit peu avec des règlements qui sont plus difficiles. Je reviens à ta réponse tantôt. Là, c'est lui, il a 38 points de plus que Toffoli. OK, ça a augmenté considérablement depuis que j'ai regardé. C'est complètement stupide. Donc, tu sais, pour revenir un peu au Canada, évidemment, on a un bon alignement. Là, on ne peut pas dire aujourd'hui, moi plutôt Max, qu'on a un alignement qui n'est pas très bon. Le Canada, on sait qu'on a, surtout au niveau masculin, dans la Ligue nationale, on a des très, très bons joueurs. Je pense que je chapeautais avec Crosby, qui devrait probablement être ses derniers sur les Jeux olympiques. Ça va vraiment faire du bien. Mark Stone, je suis content de le voir là aussi. Mark Stone, qui est quand même peut-être un gars oublié avec les Golden Knights. Il est souvent blessé, mais c'est une pierre angulaire. J'espère que tu as aimé le jeu de mots pour Stone, pierre angulaire. En tout cas, bref. Donc, c'est un gars, je pense, qui peut faire la différence quand même avec le Canada. Là. C'est un gars qui marque souvent des gros buts. Il est physique aussi quand même, déplace de l'air et gros devant le filet. Donc, tant mieux. Et là, tu sais, on en parlait un petit peu, Max, mais le Braden Point semble blessé. S'il ne réussit pas à être là pour le Canada au niveau des Jeux olympiques, là, on va probablement aller chercher un autre joueur. Donc là, on pourrait avoir une chance au niveau de Sam Bennett, Scheifele ou Bedard. Selon moi, qui devraient être les trois premiers là, à penser là-dedans. Et juste pour s'amuser, parce qu'évidemment, on sait que le Canada a un alignement assez profond tellement qu'il y a des joueurs oubliés. Il y a un journaliste sur Sportsnet qui a fait une équipe B de la formation canadienne, puis on se rend compte que cette équipe B-là pourrait enclencher une coupe aussi. Là. Quand tu regardes là, l'alignement à l'attaque, tu as Zach Hyman, Wyatt Johnson, Connor Bedard, Travis Konechny, Mark Scheifele, Morgan Geekie qui connaît toute une saison avec les Bruins, John Tavares, Dylan Strome, Seth Jarvis, Sam Bennett, Ryan O'Reilly, Drake Batterson, Nazem Kadri et Robert Thomas. La ligne bleue ressemblerait... Est-ce qu'on l'a fait, la ligne bleue? Oui, on a Jacob Chikrin, Evan Bouchard, Matthew Schaefer, Mackenzie Weegar, Mike Madison, Noah Dobson, Vince Dunn. Un double du Canadien? Oui, un doublé du Canadien et Vince Dunn et Brandon Montour. Et devant le filet, on a mentionné les Mackenzie Blackwood, Scott Wedgwood et Jet Grease. Cet alignement-là pourrait quand même battre plusieurs pays, honnêtement. Là. Il pourrait finir dans le top 3, en tout cas, je pense. Ça serait quand même assez ironique. Mais c'est là que tu vois que c'est difficile de faire un alignement. Je suis simplement d'accord. Tu sais, là, c'est facile pour nous autres de chialer, Max. On a fait les juniors dans nos podcasts avec Simon avant, puis après les Jeux juniors. Mais c'est facile de chialer après avec les résultats. Mais quand l'exercice, on l'a fait, c'est difficile. C'est juste que, évidemment, on sait que l'entraîneur, ça va être... entraîneur du Lightning Tampa Bay, donc c'est John Cooper, donc c'est sûr qu'il va essayer de tirer un peu plus les joueurs de son équipe, mais ça reste que c'est vraiment difficile, je pense, pour le Canada de faire un alignement qui va être compétitif. On pourra en faire deux, comme tu dis, imagine-toi, puis ça serait compétitif. Sinon, du côté du Canadien, bonne nouvelle, Nick Suzuki qui a fait l'équipe. Là, on n'était pas sûr au début de tout ça, mais connaît une grosse saison très méritée. J'ai hâte de voir le rôle qu'il va obtenir. C'est sûr que faut pas s'attendre à le voir dans le top 6. Là. Je pense qu'avec les McKinnon, les Crosby, les Celebrini de ce monde, les McDavid, je pense que les deux premiers trios sont pas mal décidés. Mais tu sais, il pourrait jouer sur une 3, jouer en désavantage numérique, peut-être jouer sur une deuxième vague en avantage numérique aussi. Je pense que c'est dans ces eaux-là qu'on peut s'attendre à le voir. Mais juste le fait qu'il soit là, que son travail soit enfin reconnu, ça fait quand même du bien là, pour lui. Je suis pas mal sûr que ça va donner un petit boost là, pour le reste de la saison. Là, pour puis on avait souvent dit qu'il n'a pas fait des équipes olympiques avant ou il n'a pas été dans le programme Canada, donc il n'est pas reconnu. Il avait aussi refusé, je pense, de jouer pour certains je pense que c'est la Coupe du Monde une couple de fois. Donc, tu sais, ça fait du bien de reconnaître un petit peu comment ça va. Et honnêtement, depuis qu'il y a eu la réponse qui allait, va quand même bien. Là, 2 autres passes à soir quand même. Là, c'est la 35e, 36e passe ce soir à date dans la vie. En tout cas, Canadien contre 6-3. Mais ça reste que
c'est bien mérité. Là. Et moi, je pense que ça aurait été un vol s'il n'aurait pas été là, évidemment. Là. Ben, en fait, Suzuki a participé au championnat mondial de hockey junior à sa dernière année junior, mais elle n'avait pas connu un super gros tournoi. Elle avait été justement utilisée dans le rôle plus défensif. Donc, c'était pas là où il avait brillé le plus. Là. Mais il a quand même un peu d'expérience au niveau international, mais ça remonte quand même à plusieurs saisons. Sinon, Stéphane, est-ce qu'on regarde un petit coup d'œil sur l'ennemi juré du Canada, les États-Unis? Qui, eux aussi, vont afficher un alignement quand même assez spectaculaire. Là, on parle des Matt Boldy, Kyle Connor, Jack Eichel, Jake Gensel, Jack Hughes, Clayton Keller, Dylan Larkin, Austin Matthews, J.T. Miller, Brock Nelson, Tage Thompson, Brady Tkachuk, Matthew Tkachuk, Vincent Trocheck à l'attaque. En défensive, on a Brock Faber, Noah Neffin, Quinn Hughes, Seth Jones, Charlie McAvoy, Jake Sanderson, Jacob Slavin, Zach Werenski. Et les gardiens de but, Connor Lebock, Jake Ottinger et Jeremy Swayman. Honnêtement, ce trio-là bat facilement celui du Canada. Mais est-ce qu'ils ont assez pour battre dans les autres sphères de leur équipe, soit l'attaque en défensive? Est-ce qu'on est supérieur que le Canada, selon toi, Stéphane, avec cet alignement-là? Moi, je pense pas. Probablement les oublier encore. Évidemment, Jason Robertson, c'est la première personne qui me vient en tête. Là. Je pense que c'est le grand oublié du côté des États-Unis. On aurait Lane Hudson. Ouais, peut-être, mais honnêtement, ils vont pouvoir le faire, je pense, dans 4 ans. Là. Je pense pas que c'est un problème du côté de Cole Caulfield. Évidemment, tu regardes un gars comme Jack Hughes, qui est probablement meilleur que Cole Caulfield. Tu regardes un gars comme J.T. Miller, peut-être Jeremy Caulfield avant. Matthew Tkachuk, peut-être avant aussi, mais Brady Tkachuk, même chose. Vincent Trocheck, même chose. Mais je pense qu'on avait assez de marqueurs du côté de Team USA. Évidemment, c'est un petit gabarit. Au niveau de Lane Hudson, moi, je pense qu'il aurait mérité sa place, surtout contre un gars comme peut-être Slavin là, ou Annefin, que je sais qu'ils sont très bons défensivement, mais Quinn Hughes est là. C'est un petit peu la différence. C'est ce que je m'en allais dire. Je pense que Lane Hudson, tant que Quinn Hughes va être là, ça va être difficile pour lui. À moins qu'il le dépasse cette année. Là. Moi, je pense qu'il peut facilement le dépasser. Là. Oui, je crois en Quinn Hughes, qui est un bon défenseur. Je pense pas que c'est un très bon défenseur défensif. Je pense que là-dessus, Lane Hudson peut le dépasser un jour, quand même jeune au niveau de Lane Hudson, mais je pense qu'au niveau défensif, c'est bon. Puis tu sais, le trio de gardiens de but, oui, les trois sont meilleurs, mais est-ce que leur meilleur est aussi bon que Logan Thompson? Je pense que c'est là la différence. Est-ce qu'ils vont être capables d'avoir un gardien de but qui va pas flancher les Américains? Parce qu'à chaque année, je pense qu'on a un gardien qui flanche. Tandis que Logan Thompson est vraiment le meilleur gardien de but de la Ligue nationale depuis les 3 dernières années, ou presque. On ne parlera pas de Bobrovski, puis on ne parlera pas de Team Russie qu'il n'y aura pas, malheureusement, mais je pense qu'au niveau du Canada, on a probablement le meilleur gardien des 6, mais le trio des États-Unis est pas mal meilleur que le trio du côté du Canada. Donc, tu sais, je pense qu'au niveau des Américains, on veut aller gagner ce tournoi-là. Je pense que cet alignement-là fait en sorte qu'on veut le faire. Mais évidemment, Adam Fox qui n'est pas là, ça c'est surprenant quand même s'il ne connaît pas une bonne saison, mais l'équipe ne va pas bien du côté de New York non plus. Mais mon plus gros oublié, moi, c'est vraiment Jason Robertson qui, moi, je pense, méritait d'être là. Écoute, on va parler un peu des 2 joueurs du Canadien là, qui n'ont pas été choisis. Puis tu sais, moi, vous le savez, je suis un fan du Canadien, puis je suis pas surpris honnêtement. Bill Guérin ne voulait rien savoir des petits gabarits. Là. Il a ouvertement dit que si t'es pas capable de jouer robuste, tu ne feras pas partie de cette équipe-là. Malheureusement pour Caulfield, c'est un petit gabarit, un bon marqueur. Puis tu sais, je regarde qui on a présentement dans la formation des États-Unis. Tu sais, il y a peut-être Brock Nelson qu'on pourrait tasser, mais il a quand même pas pire saison quand même. Mais tu sais, le reste, c'est ça, c'est des gros bonhommes qui sont capables de frapper. C'est des Tkachuk, les Tage Thompson, J.T. Miller qui a du papier sablé dans son jeu aussi. Tu sais, il n'y a pas vraiment... Tes petits joueurs, c'est pas mal Hughes, Keller là, qui sont là, mais ils sont quand même en avant de Caulfield selon moi. Fait que je suis pas tant surpris. Puis Lane Hudson, comme j'ai dit tantôt, tant que Quinn Hughes est là puis que Hudson n'est pas prouvé qu'il est supérieur à Quinn Hughes, ça va être difficile pour lui de percer cet alignement-là parce que tu n'en veux pas nécessairement 2 des joueurs comme ça. Souvent, Quinn Hughes va jouer sur le premier avantage numérique. Puis sur le deuxième, ben écoute, le deuxième avantage numérique va avoir quoi, une trentaine de secondes peut-être. On va peut-être splitter ça vu qu'on a quand même beaucoup de talent, mais sinon, Faber est capable de jouer son avantage numérique, Seth Jones est capable de jouer son avantage numérique, McAvoy aussi, Sanderson aussi. Fait que on n'est pas mal pris sans Lane Hudson. Encore une fois, on a privilégié vraiment les gros défenseurs, puis on a amené Quinn Hughes parce qu'évidemment, c'est un talent élite. Donc, on ne peut pas vraiment passer à côté, mais est-ce que tu veux et Quinn Hughes et Lane Hudson, 2 défenseurs qui sont pas mal le même prototype?
pas nécessairement. Et jusqu'à la preuve du contraire, c'est Hughes là, qui va. Puis en plus que Hughes est dans la cour de Bill Guérin, donc ça aurait été un peu bizarre qu'il l'ait snobé au dépens là, de Lane Hudson. Mais autant que j'aurais aimé voir Caulfield et Hudson dans cette formation-là, je suis pas du tout surpris qu'ils soient pas là, honnêtement. Ouais, moi aussi, effectivement. Je suis un peu le même côté que toi. Là. Sinon, si on pense à la prochaine équipe, la Suède qui affiche quand même des bonnes équipes aussi. Là. On regarde ça, là, ils ont du talent, la Suède. Et l'équipe là, qui va être menée, si je peux afficher ça dès maintenant, voilà, c'est fait. On va miser à l'attaque sur Jesper Bratt, Leo Carlson, Joel Eriksson Ek, Philippe Forsberg, Pontus Holmberg, Adrian Kempe, Gabriel Landeskog, Elias Lindholm, William Nylander, Elias Peterson, Rickard Rakell, Lucas Raymond, Alexander Wenberg, qui connaît une belle saison à San Jose d'ailleurs, Mika Zibanejad. Et en défensive, on va miser sur Rasmus Anderson, Philippe Broberg, Jonas Brodin, Rasmus Dahlin, Oliver Ekman-Larsson, Gustav Forsling, Victor Hedman et Eric Carlson. Et devant le filet, on va miser sur 2 gardiens du Wild, Philippe Gustafsson et Jesper Wallstedt. Et le troisième sera Jacob Markstrom. Qu'est-ce que tu en penses, Stéphane, de cette équipe-là? Est-ce qu'on peut rivaliser avec les Américains et le Canada, ou si tu penses qu'il va manquer, il va en manquer peut-être un petit peu du côté des Suédois? On a une bonne formation du côté des Suédois. C'est ce que j'aime de la formation. C'est des joueurs qui travaillent fort. Évidemment, il y a peut-être moins de super-héros, on va dire, là, comme dans le Canada et les États-Unis, mais faut moins de talent élite. Moins de talent élite, exactement. Mais il ne faut pas oublier Lucas Raymond, pour moi, c'est un talent élite. Elias Peterson devrait l'être, mais il ne l'est pas malheureusement. William Nylander va être probablement la clé de cette organisation-là, là, de cette équipe-là pour le tournoi. Lui qui va très bien quand même cette année. Il est un peu tout seul avec les Maple Leafs, mais ça fait plusieurs années qu'il est un peu tout seul là-bas là, à faire des points là, depuis que Marner est parti, là, puis même avant. Mais je pense qu'on va avoir une équipe plus balancée à l'attaque, mais qui va être difficile de faire des buts. Et défensivement, on a une bonne défensive quand même. Là. Si Victor Hedman peut être en forme pour ce tournoi-là, ça va faire changer la donne. Dahlin, Hedman, Brodin, Broberg, c'est un contrat de 8 millions. Rasmus Anderson qui est toujours dans les échanges avec toujours sur la liste d'échanges avec les Flames. Donc, je pense que défensivement, on a une bonne défensive aussi. On n'a pas à rougir avec les Américains ou les Canadiens. Puis, les gardiens de but, c'est un petit peu une aventure. Est-ce que Jesper Wallstedt va être capable de voler les matchs comme qu'il fait présentement avec Minnesota? Je l'espère pour eux. Mais ça va être une équipe difficile. Hein, puis la Suède, on l'a vu dans le championnat junior, c'est une équipe qui est difficile à jouer contre. C'est une équipe qui finit jamais de travailler. Et c'est un peu ça qu'on a encore avec la Suède du côté des Américains, du côté des hommes, des adultes. Donc, je pense que ça va quand même être une bonne participation du côté des Suédois. Là. Moi, ce que j'aime pas, il y a deux choses que j'ai des points d'interrogation avec la Suède. Tu as comparé l'équipe avec le championnat mondial de hockey junior. Je trouve que c'est deux formations différentes. Je trouve que la formation junior a plus une formation nord-américaine, style de jeu nord-américaine. Je trouve que celle-là, c'est plus joueur de finesse, plus que joueur qui amène de la robustesse. C'est Gabriel Landeskog qui peut le faire, mais Nylander, c'est un joueur de finesse. Peterson, c'est un joueur de finesse, mais x1000. C'est pas un joueur qui va être... C'est un joueur qui risque de disparaître contre les Américains puis contre le Canada, honnêtement. Zibanejad, c'est un joueur de finesse aussi. Jesper Bratt aussi. Il y a Joel Eriksson Ek qui est capable de jouer un style dans face de ses adversaires, mais je trouve qu'on manque cet élément-là du côté suédois. Là, on a peut-être moins une formation de style nord-américaine. Même si c'est tous des joueurs qui jouent dans la Ligue nationale, mais c'est des joueurs qui sont plus des styles joueurs de talent, joueurs de finesse. Puis, comme une équipe grosse comme les Américaines, comme les Américains, même celle du Canada qui a quand même quelques joueurs qui peuvent jouer la carte de robustesse. J'ai quand même l'impression qu'il y a quelques joueurs qui vont disparaître là, dans ce groupe d'attaquants-là. L'autre chose que j'aime moins, la défensive, c'est une bonne défensive, mais c'est pas une défensive élite comme on a avec les États-Unis et le Canada. Je trouve qu'on manque de défenseurs élites. On a Rasmus Dahlin qui va être le meneur assurément. Par la suite, c'est Broberg. Oui, c'est un défenseur numéro 1 chez les Blues, mais c'est un peu le défenseur numéro 1 par défaut parce que c'est pas un défenseur élite. C'est un bon défenseur, mais c'est pas un élite. Brodin, son étoile a pâli vraiment depuis plusieurs années. C'est un bon défenseur défensif, mais encore là, c'est un défenseur top 4, mais pas élite. Oliver Ekman-Larsson, même chose. Forsling, même chose. Il y a Hedman, que c'est un défenseur élite. Ça je l'accorde à 100%. Eric Carlson, c'est un défenseur élite offensivement, mais défensivement, ça se donne moins un peu. Quoique c'est moins pire que dans ses années plus jeunes, mais c'est quand même pas le défenseur le plus
fiable défensivement. Fait que, tu sais, ça va être un groupe de défenseurs qui va être bon, mais tu sais, quand tu regardes avec qu'est-ce que le Canada et les États-Unis ont, que c'est pratiquement tous des défenseurs élites, à l'exception de peut-être 2 ou 3 par formation, le reste, je pense qu'on est en avant là, des Suédois à ce niveau-là. Devant le filet, j'ai hâte de voir qui va obtenir les répétitions. Ouais. Parce que Gustafsson est très bon au Minnesota, tout comme Wallstead. Markstrom, ça se donne un petit peu moins au New Jersey. Mais c'est le vétéran des 3. Donc, est-ce qu'on va le donner à lui? Puis ça va être son filet à perdre par la suite. J'ai hâte de voir comment on va gérer ça du côté des gardiens de but là, chez les Suédois. Là. Mais somme toute, je pense que c'est une bonne formation, mais je ne la vois pas compétitionner pour la médaille d'or, honnêtement. C'est ma prédiction pour les Suédois. Oh, ça va être difficile. Puis évidemment, les Américains puis les Canadiens ont vraiment des gros alignements. Là. Je pense qu'on s'entend que ça devrait être ça la finale. Puis sans aucun doute. Mais je pense que la Suède peut se battre pour une médaille de bronze. Oh oui, elle va être assurément dans la discussion pour une médaille de bronze, mais je serais. Évidemment, ça dépend toujours des parcours là, des équipes. Là. C'est sûr que si les Suédois ramassent des rondes faciles là, dans les rondes de quart de finale, demi-finale et tout ça, peut-être qu'on peut se frayer un chemin jusqu'à la médaille d'or. Ça dépend toujours des alignements. Mais je pense que dès qu'on va croiser le Canada ou les États-Unis, à moins d'avoir une performance extrêmement spectaculaire des gardiens de but là, du côté de la Suède, je serais surpris qu'on passe par-dessus les Américains ou les Canadiens. Ouais, ça va être difficile. Très difficile. Sinon, une autre formation qu'on va analyser, c'est celle de la Finlande que je vais présenter dans quelques instants. Je vais juste plugger l'image. Elle devrait apparaître sous peu. Et voilà, la Suède, pas la Suède, mais plutôt la Finlande qui va miser sur Sébastien Aho, Joel Armia, Mikael Granlund, Eric Ola, Rupi Ince, Capo Caco, Oliver Kapanen, Joel Kiviranta, Arturi Lekonen, Anton Lundell, Etu Luosterainen, Mikko Rantanen, Tuvo Teravainen, Eli Tolvanen. Donc, on a beaucoup de N à la fin du côté de la Finlande. Et en défensive, ça se poursuit avec Miro Iskanen, Henri Jokiharju, Mikko Lehtonen. Tu passer à Mikko Lehtonen tout de suite. Juste pour poursuivre la séquence. Essa Lindell, Oli Mahata, Nicolas Matin Palo, Nico Mikola et Rasmus Ristolainen. Donc, un défenseur qui n'est pas dans la LNH, en Mikko Lehtonen, qui est un peu, pas l'intrus, mais le mouton noir de cette formation-là. Et devant le filet, on va miser sur Ukko-Pekka Luukkonen, Kevin Lankinen et Jussi Saros. Évidemment, je pense que tu es d'accord avec moi, Stéphane, c'est peut-être la moins bonne des 4 formations qu'on a jusqu'à maintenant. Quoique, il y a quand même des bons joueurs de la LNH là-dedans. Mais on n'a pas le même talent élite. Là. Quand c'est rien d'enlever à Joel Armia, là, mais si tu as Joel Armia dans ta formation ou des Joel Kiviranta là, de ce monde, c'est peut-être parce qu'il te manque un petit peu de talent élite là, au niveau de ta formation. Ouais, puis tu sais, on le savait, là, tu sais, puis la meilleure preuve, c'est que justement, on a pris un défenseur qui joue en Ligue de la Finlande là, depuis toujours. En fait, là, jamais même assez de jouer avec la Ligue nationale. Donc, écoute, la Finlande va aller là, pas pour par eux, mais va essayer de remporter peut-être une médaille contre la Suède. Je pense que c'est la seule équipe qui peut peut-être essayer de rivaliser qu'eux autres. On a quand même des joueurs offensifs. Là. Sébastien Aho, c'est pas un mauvais joueur, Granlund aussi, mais on manque vraiment de finition. Là. Ça va être vraiment difficile, je pense, d'eux autres d'aller se coiffer contre des gardiens de but élites. Jussi Saros devrait être le gardien partant, ce qui peut donner la chance peut-être à la Finlande de gagner un match serré. Là. Je pense que c'est un gardien de but qui est très sous-estimé avec national. Mais il joue les Prédateurs, là, mais défensivement aussi, ça va être difficile. Nico Mikola, c'est pas un défenseur numéro 1 dans la Ligue nationale. Miro Iskanen va prendre beaucoup de répétitions. Il devrait jouer avec Lindell, donc c'est un bon duo qui se connaissent. Mais après ça s'estompe un petit peu. Là, Mata, Ristolainen peut-être. Donc, ça risque d'être difficile, je pense, dans la 2e, 3e vague du côté de la Finlande. Mais au moins, on commence tranquillement à avoir des meilleurs joueurs. Faut pas oublier non plus que Sacha Barkov ne sera pas là. Il est blessé malheureusement. Ça, c'est un très gros morceau qui s'enlève du côté de la Finlande. Là, Patrick Laine non plus. Patrick Laine, donc Patrick Laine, c'est moins pire un peu, là, mais je pense que Barkov fait la grosse différence dans ce roster-là. Honnêtement, je comprends, Laine, c'est peut-être pas le Laine des beaux jours, mais je le prends avant Armia, je le prends avec Kiviranta, je le prends avant une couple de joueurs. Là. Même Capo Caco, limite, là, je le prends avant. Parce que ça peut être ton spécialiste en avantage numérique. Là. Tu peux le mettre sur une 3, puis tu mets sa première vague.
tu le mets au cercle de mise en jeu, puis son tir sur réception peut être dévastateur. Ça peut être ton spécialiste à ce niveau-là. Mais non, chose certaine, ça va être une équipe qui va être quand même intéressante à suivre parce que ça manque un peu de talent élite à toutes les positions, mais il y a quand même assez de bons joueurs pour peut-être jouer un peu les troubles fêtes, puis se frayer un chemin, comme tu dis, peut-être un match de médaille de bronze, on ne sait jamais. Là. Ouais, puis tu sais jamais ce qui peut arriver, tu sais, ils vont avoir quand même un Kapanen dans leur équipe, peut-être qu'il va scorer un autre but. Mais un but ce soir encore pour Kapanen, le 16e. Donc, tu sais, c'est un bel honneur pour Oliver Kapanen. Je pense qu'il pensait vraiment pas être là en début de saison. Puis le Canadien va avoir une autre personne qui va pouvoir vivre ce tournoi-là. Mais comme je te dis, Jussi Saros peut voler un match, peut vraiment surprendre une équipe qui va les prendre à la légère. Espérons que ce ne soit pas le Canada. Mais dis pas des choses comme ça. On a trop vu d'affaires dans le championnat mondial junior dans les dernières années. Là. Exactement. Donc, tu sais, c'est quand même bien. Sinon, hey, Stéphane, avant qu'on passe aux équipes locales, je veux qu'on en regarde deux autres parce que c'est pas des équipes qui vont être nécessairement dans les favoris, mais c'est des équipes qui commencent à produire des joueurs puis que peut-être pas ces jeux-ci, mais peut-être dans les prochains jeux dans 4 ans ou dans 8 ans, il va falloir les surveiller plus étroitement parce qu'on voit qu'est-ce qu'ils font justement au niveau junior, puis on se dit si ça peut se transposer par la suite dans la LNH puis qu'on ait autant de succès, ça peut être des équipes un peu dangereuses. Et je commence avec la Tchéquie, qui, eux, évidemment, vont avoir plus de joueurs hors LNH. Évidemment, on n'a pas assez de joueurs dans la LNH présentement pour faire une équipe 100% circuit Batman, mais on a quand même Roman Cervenka qui est un peu une légende là-bas. On a Radek Faksa, Jakub Fleck, Thomas Schertl, David Kempf, Andrei Kasha, Dominic Kubalik, Martin Dicus, Andrei Palat, David Pasternak, Lukas Sedlak, Madej Stransky, David Tomasek, Pavel Zaka. En défensive, on a Radko Gudas, Philippe Ronek, Mihal Kepny, Tomáš Kundratek, Jan Ruta, Radim Simek, David Spacek et Jiří Tikashek. Et devant le filet, c'est 3 gardiens de la LNH avec Lucas Dostal, Karel Vejmelka et Dan Vladar. Il y a la défensive qui manquerait vraiment un défenseur élite. Là. Je pense que c'est ça qui nous manque. Mais tu sais, à l'attaque, on a quand même Pasternak qui connaît une bonne saison, Martin Nikus aussi qui n'est pas mauvais, Thomas Schertl qui n'est pas mauvais aussi. Manque un peu de profondeur, mais il y a des talents qui s'en viennent, là, des Jiří Kulich de ce monde, entre autres, qui n'est pas là présentement, mais peut-être dans 4 ans va être là. Un espoir des Sabres de Buffalo. Mais tu sais, comme j'ai dit, ce qu'on voit avec le hockey junior, si ces joueurs-là peuvent se développer et devenir des bons joueurs de la LNH, dans 4 ans ou dans 8 ans, ça pourrait être une formation qui pourrait subir une belle transformation. Là. Ouais, puis il y a des oubliés. Pour moi, Slav est oublié. Et t'es avec la Slovaquie, Slav. Ah, c'est vrai que c'est la Slovaquie, c'est pas la. Excuse-moi, je me suis trompé des Tchèques. C'est la prochaine équipe qu'on va regarder. La prochaine, je m'excuse, je me suis laissé jouer au jeu avec la couleur du drapeau, mais non, je pense que les Tchèques, on l'a vu, le championnat mondial junior, ça va être une équipe qui va être à surveiller. On n'a pas beaucoup de joueurs quand même repêchés en Ligue nationale là, qui jouent dans une base régulière. Les 3 gardiens de but le sont. Mais évidemment, je pense que c'est une équipe que tranquillement, pas vite, va monter à chauffer la Finlande. Des équipes comme ça qui s'assuraient peut-être avant d'un 3-4e rang. Mais là, ça commence à tranquillement, pas vite, l'Europe du Nord commence à vraiment développer leurs joueurs. Et ça va être la fun dans une couple d'années de voir ça, de se voir ça jouer. On va resserrer un petit peu la parité qu'on a, là, tu sais. Canada-US, tout le temps un petit peu les 2 grosses bébites, mais là, on va peut-être réussir un jour à rassembler, à venir rejouer un petit peu de parité dans le tournoi olympique. Là. Parce que si je regarde là, présentement du côté, si je regarde la Tchéquie cette année au championnat mondial junior, tu as des gars comme Vaclav Nestrasil qui a été un choix de première ronde du côté des Blackhawks de Chicago qu'on pourrait peut-être voir dans les prochaines années. Il y a Wojtek Sihar aussi qui a été très bon, Adam Benak aussi, là, espoir du Wild du Minnesota, un petit gabarit, mais quand même là, un bon attaquant. Défensivement, on a Radim Merteka qui est un choix top 10 des Sabres de Buffalo, où je pense que c'était fin dizaine là, ou début dizaine. Adam Jiříček qui est un choix de première ronde aussi du côté des Blues de Saint-Louis. Donc, il y a du talent qui commence à s'ajouter de plus en plus. Il y a Tomáš Kalvas qui a été un très bon défenseur, qui a été ignoré au repêchage, mais qui devrait être repêché. A été ignoré dans ses deux premières années d'éligibilité, mais là, devrait être repêché là, cette année. Sinon, si on regarde, il y a des Petar Sikora aussi qui a été repêché, qui est un espoir intéressant aussi. Donc, non, du côté de la Tchéquie, là, ça va être une formation qui va devenir, qui développe de plus en plus de bons joueurs. Puis ça, j'ai juste mentionné l'édition de cette année, mais tu sais, comme j'ai dit tantôt, il y a des Jiří Kulich, qui est un choix de première ronde aussi des Sabres de Buffalo, qui fait très bien dans les américaines aussi, qui pourrait là,
s'en venir là, éventuellement. Donc, ça va être un pays qui va être intéressant, la Tchéquie. Là. J'ai hâte de voir, là, peut-être pas cette année, là, mais dans les 2 prochains Jeux olympiques, là, ça risque d'être un visage là, assez intéressant. On va conclure avec une dernière équipe avant de passer là, aux équipes locales. La Slovaquie, parce qu'eux aussi commencent là, à produire des joueurs de qualité. Lorsqu'on regarde du côté de la formation slovaque qui va être menée à l'attaque par Slav, qu'on peut voir sur la photo, mais il y a aussi Peter Cehlarik, Dalibor Dvorsky, qui est un espoir de premier plan aussi des Blues de Saint-Louis, Marek Irvik, Libor Udacek, Miloš Kelemen, et là je m'excuse pour les noms si je les massacre, là, mais honnêtement, je ne suis pas un spécialiste slovaque malheureusement. Là. Adam Liska, Oliver Okuliar, Martin Pospisil, Pavol Regenda, Adam Ruziska, Juraj Slavkovski, Matus Sukel, Samuel Takak, Tomáš Tatar. En défensive, on a Peter Selsnak. Ensuite, on a Eric Chernak qui joue pour le Lightning. Martin Fayervi qui est du côté des Capitals. On a Martin Gernat, Mihal Ivan, Patrick Koch, Martin Maricin et Simon Nemec, qui est évidemment un espoir de premier plan du côté de la Slovaquie. Samuel Lavaille, l'ancien du Phoenix de Sherbrooke dans la LHJMQ, qui avait joué au championnat mondial du junior et qui avait été très bon il y a quelques années. Il y a Adam Gajan et Stanislav Skorvanek. Donc, évidemment, c'est pas le gros char présentement, mais encore une fois, c'est un pays qui a développé des bons talents aussi au niveau slovaque. Il y en a 2 cette année aussi qui devaient être repêchés, là, première ronde ou proche, là, en Tomáš Shrenko et Adam Nemec, qui est le petit frère de Simon Nemec là, de mémoire. Mais chaque année, il y a des espoirs là, slovaques là, qui sont repêchés dans les premières rondes. Donc, de plus en plus, on produit des joueurs de qualité. Puis ça en a un autre pays dans 4 ans ou dans 8 ans là, qui devrait batailler peut-être pour le bronze, là, justement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis c'est un autre pays, tu disais qu'on va commencer à aimer. Puis les joueurs qui sont repêchés sont de très bons joueurs aussi. Donc, ça, c'est l'avantage. Simon Nemec, malheureusement, connaît peut-être pas la saison escomptée, mais c'est un joueur qui va être bon à long terme. Slav, je pense qu'aujourd'hui, les gens qui. Il y a un but de 2 passes encore aujourd'hui, je pense que les gens seraient vraiment contents de la reprendre au premier rang à ce draft-là. Donc, ça va continuer. Et après ça, on va avoir des nouveaux qui vont rentrer. Le Dvorsky devrait être un bon joueur national aussi. Cernak fait bien avec les Tampa Bay présentement. Donc, tu sais, c'est vraiment, je pense que c'est les gardiens de but qui vont faire mal du côté de la Slovaquie. Je pense que c'est là qu'on espère un jour développer des gardiens de but qui vont être plus élites. Mais ça va être le fun. Je pense que c'est une équipe là, dans le top 6 qui va être le fun à regarder jouer. Puis je vais juste regarder aussi du côté junior. La formation qu'on avait affichée du côté de la Slovaquie, là, il y a aussi là, des bons joueurs. J'ai parlé des 2, évidemment, là, qui vont être repêchés là, en juin prochain, mais il y a des joueurs qui sont déjà repêchés qu'on devrait voir là, prochainement. Il y a Yann Chauvin du côté de LA là, qui est un espoir, mais sinon, il y en a moins que je pensais finalement. Je pensais qu'il y en avait plus que ça, mais il y avait quand même une équipe jeune. Là, mais je sais qu'il y a quand même des joueurs slovaques là, qui s'en viennent là, prochainement. Là, dans la LNH, donc ça va être à surveiller, là, évidemment. Donc, quart final, Stéphane, qui gagne la médaille d'or aux Jeux Olympiques? Il faut que ça soit le Canada, là. J'espère, en tout cas, ça va être le Canada, évidemment. Attends, je t'arrête tout de suite. Je veux pas que tu parles avec ton cœur. Qui tu penses qui va gagner, pas qui tu veux qui gagne. Le Canada. C'est Canada? Ouais, je pense que le Canada a les munitions pour le faire. Ça sera pas facile, évidemment. Ça sera jamais facile. Je pense que les Américains vont arriver avec vraiment avec la mise de gagner. Je pense que les Suédois vont vouloir aussi faire de belles performances vis-à-vis de ce que le championnat junior a fait. Donc, je pense que ça va les inspirer. Mais moi, je crois vraiment que les Canadiens n'ont pas qu'on pas le choix, mais pour la dernière de Crosby, si c'est sa dernière, moi, je pense qu'on va arriver avec le couteau avec les dents, puis on va vraiment avoir la façon de le faire. Puis, tu sais, veut pas John Cooper reste un des meilleurs ou le meilleur coach national, donc ils vont être bien entraînés. C'est un gars qui connaît aussi la gig, connaît les joueurs, le monde l'aime. C'est un avantage, je sais qu'on va voir du côté du Canada avec l'équipe d'entraîneurs, mais moi, je pense qu'on faut arriver là avec espoir de gagner à 100% du côté des Canadiens. Est-ce que je joue avec l'upset, Stéphane? Vas-y, go! J'ai un feeling que les États-Unis vont la gagner, celle-là. Ah, je leur souhaite. C'est pas une mauvaise équipe, là. On l'a dit tantôt. C'est une équipe qui devrait être très bonne aussi. Je pense juste qu'on va arriver à cause côté des Américains. À part, tu sais, c'est les gardiens de but qui vont peut-être nous sauver. Moi, je crois vraiment à Logan Thompson.
J'ai un mauvais feeling, honnêtement. Du côté du Canada, mais OK, je vais aller avec le Canada, je pense qu'ils vont gagner, honnêtement. Correct, Américain. Ils ont une meilleure formation, mais les États-Unis vont être à surveiller, ça, il n'y a aucun doute. Là. Je pense qu'ils ont tout un alignement. Mais on n'a pas appris nécessairement de la Coupe des 4 Nations. On a sélectionné pratiquement les mêmes joueurs. On n'a pas. On a un peu la théorie de on va faire la même chose jusqu'à temps que ça marche, là, mais est-ce que ça va réellement fonctionner? J'ai hâte de voir. Mais chose certaine, je pense que ça va être un tournoi vraiment plaisant. Là, vivement le retour des joueurs de la LNH là, aux Olympiques parce que je ne veux rien enlever à ceux-là qui ont représenté notre pays dans les dernières années quand la LNH n'était pas là, mais tu vois vraiment la chute de talent là, quand tu n'as pas tes joueurs de la LNH. Là. Puis versus les Suédois qui ont leurs meilleurs joueurs vraiment de la Suède pratiquement. Là, je veux dire, oui, en ont dans la LNH sont là, mais ils ont des vraiment bons joueurs aussi là, du côté de la Suède qui sont peut-être pas assez forts pour la LNH, mais la SHL, c'est quand même une des meilleures ligues au monde. Là. Donc, les joueurs qui sortent de là, c'est vraiment des bons joueurs versus le Canada. Les joueurs qu'on avait, c'était pas mal des joueurs que la LNH ne voulait plus nécessairement, que la AHL ne voulait plus nécessairement, qui là, ils se recyclent un peu en Europe, puis ça a donné des Justin Pogge de ce monde, puis des joueurs de la sorte. C'est rien contre eux autres, ils ont joué vraiment. Ils ont joué professionnel, je veux dire, ils ont fait plus que qu'est-ce que moi plutôt on a fait ensemble. Oui, 100%. Là. Mais n'empêche que la chute de talent était quand même énorme. Donc, vivement le retour là, des joueurs de la LNH à ce compte-là. Sinon, Stéphane, avant qu'on se quitte, il faut faire un petit retour sur nos équipes locales parce qu'il y a du stock qui s'est passé là, dans les dernières rencontres. Et on va commencer avec nos amis le Kraken, Stéphane, qui ont joué 3 matchs depuis qu'on s'est quitté. Ça a mal débuté de premier alors qu'on a perdu en prolongation. Je pense qu'on avait déjà mentionné ce match-là, je ne me souviens plus. Je pense qu'on en avait déjà parlé. Fait qu'on va passer au point positif parce qu'après ce match-là, Stéphane, le Kraken qui a remporté 2 rencontres consécutives, dont celle, évidemment, là, on enregistre le 12, comme on l'a mentionné tantôt, donc on n'a pas les matchs là, du 18, par exemple, le match qu'ils vont jouer contre Saint-Malachie. Mais dans les 2 matchs qu'ils ont joués, victoire convaincante là, de 6-0 contre la formation de... Je l'ai perdu, t'en as un petit peu. C'est 6-0 contre Lévis. Et dans ce match-là, eh bien, les joueurs qui ont brillé, Maxime Blouin, performance de 2 buts et 2 passes pour un total de 4 points. Anthony Blouin, je ne sais pas si c'est des frères, mais en tout cas, lui aussi a été productif avec 2 buts, 1 passe. Christopher Mendes, qu'on dirait qu'on mentionne à chaque podcast. Là. Il y a encore une fois une belle performance de 1 but et 1 passe. Maxime Fortier, Tommy Gilbert, Sébastien Lamontagne, Jean-Pierre Gontier et Adam Nadeau et Gabriel Côté ont tous récolté également 1 point là, dans la victoire. Et c'est David Bélanger qui a signé le jeu blanc là, du côté du Kraken. Et par la suite, l'autre match qu'ils ont disputé, c'est celui du 11 janvier. Encore une fois, une victoire convaincante là, par la marque de 7-2 cette fois-ci contre Buckland. Et dans les joueurs qui se sont illustrés, eh bien, on a Tristan Bisson qui a eu 2 buts et 1 passe. Devinez qui? Christopher Mendes, 1 but, 2 passes. Ah oui, encore. 1 but et 2 passes dans la victoire. On parle tantôt de notre bon ami Éric Pouliot. 2 buts et 1 passe à son retour au jeu dans la victoire. Donc, vraiment un gros match pour lui. Maxime Fortier, 1 but, 1 passe. Sébastien Lamontagne aussi, 1 but, 1 passe. Martin Poulain, 2 passes. Et sinon, on a Simon Fortier et Gabriel Côté aussi qui ont récolté 1 point chaque là, dans la victoire. Et encore une fois, c'était David Bélanger devant le filet là, qui a cédé à 2 reprises, mais qui a tenu le fort pour aider le Kraken à remporter cette rencontre-là. Et si bien que le Kraken, grâce à cette belle séquence, c'est maintenant à égalité. En fait, il y a triple égalité au premier rang. Là, on a 3 équipes à 31 points. On a Buckland, on a Etchemin et on a Sainte-Claire là, qui sont là avec 31 points chacun. La différence, c'est que du côté de Sainte-Claire, on a un match de moins de jouer. Donc, on a un match en main là, sur les 2 équipes. Mais sinon, ça va quand même bien là, du côté du Kraken qu'on est dans le top 3. Officiellement, selon le classement, on est au 2e rang, mais on est quand même là, à égalité avec l'équipe qui est au premier rang. Sinon, si on regarde un peu au niveau des points, des meneurs, du côté de, on mentionnait Christopher Mendes tantôt qui était de tous les combats dans chaque match. Écoute, il est au 4e rang des meilleurs pointeurs avec 17. Mais mention honorable, c'est pas un joueur des Etchemins, mais quand même, mention honorable à Alex Dulac du côté de Saint-Malachie. Il a 31 points. Incroyable quand même. En quoi, 14 rencontres?
Un petit peu. Je vais aller voir. Est-ce qu'on peut cliquer sur le profil du joueur? Malheureusement, non. Mais écoute, si on regarde selon le classement, là, je vais pouvoir te le dire environ combien de matchs. Là. Malachi ont joué 14 matchs. Donc, il y a moyenne de plus de 2 points par match quand même. C'est assez impressionnant. Ça, le deuxième joueur le plus proche, c'est Jason Larochelle de Sainte-Claire qui a 20 points. Il fait quand même 11 points qui séparent la première et la deuxième place. Donc, c'est beaucoup de points quand même. C'est 1 point par match quasiment. C'est 2 points par match. Non, je pense qu'il y a 1 point par match de plus que presque le deuxième. OK, moi je comprends ce que tu veux dire. C'est quand même fou. Sinon, au niveau des buts, dans les meilleurs buteurs, on a un joueur des aides-chemins aussi. En fait, on en a 2 dans le top 5. On a Tristan Bisson qui en a 9. Tout comme Christopher Mendez aussi qui en a 9 pendant que le chat vient de faire son entrée. On va le tasser de Hey, what's up? J'avais oublié qu'il était dans ma chambre, celle-là. Christopher Mendez et Tristan Bisson là, qui sont à égalité au 4e rang, si on veut, à 9 buts chacun. Donc, sinon, ça va quand même assez bien. David Bélanger du côté des aides-chemins qui est au 3e rang pour les victoires là, avec 7. Le premier, c'est Samuel Bourgault de Saint-Clair qui en a 9. Donc, on est quand même très près là, de la première place. Donc, ça va quand même très bien pour le Kraken et leur première saison, honnêtement. Là, les gars sont en feu. Puis là, ils postent même des clips. Là, si vous n'avez pas vu ça, il y a Eric là, qui pose des clips, là, des faits saillants de la rencontre. On peut voir quelques buts là, qui réussissent à marquer. Et ils font des beaux jeux. J'ai vu un beau jeu de passe à un moment donné sur un des buts qu'ils ont marqué. C'était un tic-tac-toe quand même parfait. Donc, il y a du talent dans cette équipe-là. On va souhaiter que ça se poursuive pour le reste de la saison. Sinon, si on se dirige du côté de la Ligue de hockey Côte-Sud avec les Hunters de Saint-Prosper, grosse victoire quand même contre Saint-Damien là, par la marque de 9-7. Un match assez offensif là, du côté des Hunters et les joueurs qui se sont illustrés dans cette rencontre-là. On a 2 joueurs qui ont terminé à 3 points. Là, on a Cédric Poulain là, qui a inscrit 2 buts et 1 passe. On a Brian Lemieux aussi à 1 but, 2 passes. Il y a Nicolas Morin aussi avec 3 passes. Donc, 3 joueurs finalement là, qui ont 3 points là, dans la victoire. Il y en a 3 autres qui ont eu 2 points. Là. Justin Debois, 1 but, 1 passe. Darius Gibson qui a 2 passes. Mario Bollard Jr., là, qui est un ancien du Cool FM de Saint-Georges d'ailleurs, qui a inscrit 2 buts. Jacob Roy-Lalonde qui a 1 but aussi. Jérémy Roy, Thomas Paré-Bourque ont 1 point aussi. Écoute, tout le monde a participé dans cette victoire-là. On a William Poulin, Louis-Philippe Pouliot, Bobby Poulin. Même le gardien a 1 point dans cette victoire-là. D'équipe pour de vrai. Ah ouais, une grosse victoire d'équipe. Sinon, du côté de Saint-Damien, c'est Maxime Aubin qui a été le meilleur avec 2 buts, 2 passes, 4 points. Xavier Martel aussi qui s'est illustré là, avec 2 buts et 1 passe pour un total de 3 points. Sinon, l'autre match qu'on a joué aussi, c'est le 11 janvier. Là, on a joué contre Sainte-Marie. Donc, la rivalité Beauce-Run qui était au cœur de cette rencontre-là. Et malheureusement pour les Hunters, ça s'est terminé par une défaite là, par la marque de 6-3. Du côté des statistiques, là, encore une fois, Cédric Poulin qui s'est vraiment illustré avec 2 passes, tout comme Brian Lemieux aussi qui a eu un bon match avec 2 buts. Thomas Paré-Bourque qui a eu 2 passes aussi. Alexandre Roy, William Poulin et Marc-Olivier Labbé aussi là, qui ont récolté 1 point dans la défaite. Et c'était Léo Deblois là, qui était devant le filet. Lui qui a reçu 35 tirs, a cédé à 6 reprises. Malheureusement, du côté de Sainte-Marie, Yannick Drouin qui était meilleur avec 2 points, 1 but, 1 passe. Louis Nadeau qui a eu 2 buts aussi dans la victoire. Jérémy Roy, 2 buts aussi. Donc, voilà pour les rencontres des Hunters. Si on regarde le classement du côté des Hunters au niveau de toute la Ligue, eh bien, on est toujours au dernier rang avec 3 victoires, 9 défaites, 3 autres en bris d'égalité, 1 en fusillade. On a 10 points en 16 matchs. On commence à accuser un peu de retard, là, par exemple, lorsqu'on regarde avec les autres formations. Là, on est présentement là, à 5 points là, de Sainte-Marie. Sinon, l'autre Binière, c'est l'équipe à battre là, dans le circuit là, avec 11 victoires en 15 matchs. Donc, 11 victoires, 3 défaites, 1 en bris d'égalité, 23 points. Saint-Jean-Port-Joli aussi qui vont bien avec 9-4. Donc, quand même des grosses équipes là, au sommet, mais du côté de Saint-Prosper, on tire de la patte un petit peu. Là. On est loin là, à ce niveau-là. C'est moins bonne saison. Mais je pense que toutes les équipes font les séries. Fait que de toute façon, c'est pas la fin du monde. C'est juste qu'on va malheureusement pogner la crème de la crème là, du côté du Kraken. Pas du Kraken, mais du côté des Hunters. Je sais pas s'ils ont des joueurs. Si on regarde les statistiques dans les meneurs offensifs, est-ce qu'on a des joueurs de Saint-Prosper? Malheureusement, non. Sinon, au niveau des buts, est-ce qu'on en a? Je suis en train de regarder vite là. Saint-Prosper, on a Nicolas Morin, quand même, qui est parmi les meilleurs buteurs avec 10. Là. Il est dans le top 10. Le plus haut, là, il est à 16. Là, c'est Alexandre Larouche là, du côté
de Montmagny. Pour les passes, on n'a personne de Saint-Prosper non plus. Donc, c'est pas mal Nicolas Morin. Là, puis en plus, si je me trompe pas, c'est sa saison recrue en plus. Donc, une belle façon là, d'illustrer au niveau du Kraken. J'aurais pas de mélanger les Hunters et les Kraken. Là. Je pense trop au Kraken en ce moment. Là. Faut que je les sorte un peu. Là. Sinon, je veux parler un petit peu de la Ligue nord-américaine du côté du Cool FM. Je sais que c'est pas nécessairement dans les aides-chemins, mais c'est parce qu'on approche vraiment de la date limite des transactions. Le Cool FM qui a bougé énormément depuis le début de la saison. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire. On a encore fait une transaction là, cette semaine. On a échangé Loïc Marcotte, l'ancien des Foreurs de Val-d'Or, Cédric Chagnon, et également un choix de 4e rond. On est allé chercher Jason Lavallée qui a eu un gros match, un gros week-end en fait avec le Cool FM. Là. Et on est allé chercher aussi les services là, de Jérémy Martin. Mais écoute, Jason Lavallée a été de tous les combats dans ce week-end-là. A distribué des gros coups d'épaule. Là. Stéphane, t'aurais été là, t'aurais tiré PSG, honnêtement, t'aurais aimé ça. C'était du jeu robuste. En plus, c'était contre Laval, là, qui est l'équipe qui prône la robustesse là, dans la Ligue nord-américaine. Puis en plus, ça a été tout un match, cette rencontre-là. On tirait de l'arrière 6-2 en troisième période. On a marqué 4 buts sans réplique pour faire ça, 6-6. Malheureusement, on a été pris de court en prolongation. Là, on a accordé le but gagnant là, pour s'incliner 7-6. Mais honnêtement, on pensait vraiment pas qu'on allait chercher un point dans ce match-là. Et on est allé le chercher. Puis la veille, on avait battu nos éternels rivaux, l'Assurantia de Thetford Mines. On est allé chercher une grosse victoire là-bas. Si bien que maintenant, on est quand même là, bien positionné au classement. On est dans le top 3. C'est tellement serré dans l'Union nord-américaine aussi cette année. Là, c'est épouvantable. Là. C'est le fun. Il y a beaucoup de parité, honnêtement. Là. Puis, honnêtement, tout le monde peut battre tout le monde dans cette ligue-là. Cool FM qui est présentement au 4e rang avec 28 points. Mais tu sais, Saint-Hyacinthe qui est à égalité avec eux, on a 4 matchs de jouer de plus, par contre, que Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe n'a vraiment pas joué beaucoup de matchs. Là, on est à 21. Là. Jonquière qui est au 2e rang avec 31. On a Laval là, qui est au premier rang là, avec 34 points en 24 matchs. 17 victoires en 24 matchs. C'est quand même assez hallucinant là, du côté des pétroliers. Mais honnêtement, le Cool FM là, qui va être à surveiller pour la deuxième moitié de saison. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire à date limite des transactions. On a beaucoup de joueurs dans la formation. Donc, je ne sais pas à quel point qu'on va bouger là, parce qu'on a quand même, on manque de place même pour certains joueurs là, qui pourraient avoir plus de glace. Là. Honnêtement, mais tu sais, tu as Charles Tremblay qui mène cette équipe-là avec 38 points en 24 matchs. Honnêtement, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Là. Wow. Tu regardes le top 10, tu en as 3 du Cool FM. Tu as Charles Tremblay avec 13 buts, 25 passes, 38 points. Tu as Anthony Verret, 13 buts, 20 passes et 33 points. Et William Leblanc, qui est l'ancien des Lions de Trois-Rivières, avec 31 points en 25 matchs, qui collectionne les faits saillants. Lui, vous regardez les jeux de la semaine du Cool FM, là. Pas du Cool FM, mais de la Ligue nord-américaine. Là. Il est là. Regarde, il est tout le temps là. À chaque semaine, il y a tout le temps un jeu que c'est lui qui a fait. Puis en plus, contre Laval, il a passé proche d'en faire un autre beau. Malheureusement, il n'a pas réussi à marquer. Là. Mais honnêtement, quel joueur de talent. C'est le fun de voir ces joueurs-là débarquer dans la Ligue nord-américaine parce que, si on le répète, c'est un circuit qui a tellement eu mauvaise presse, puis qui a encore mauvaise presse, malheureusement, et c'est malheureux parce que le produit a tellement changé là, depuis des années, puis il y a vraiment de plus en plus de joueurs de talent qui viennent. Tu as des Simon Després qui a été des choix de première ronde des Pingouins là, dans le passé, qui a fait son tour et retourné en Europe là, pour continuer sa carrière, mais quand même, a fait un tour là, ici cette année. William Dufour, qui est un espoir des Islanders de New York, lui aussi a joué à Québec quelques matchs. Et là, ça lui a permis ensuite de signer un contrat dans la Ligue américaine avec, de mémoire, je pense que c'est l'organisation des Penguins de Pittsburgh. Donc, tu sais, il y a quand même des gros talents qui s'amènent de plus en plus. Puis, quand tu as Guillaume Latendresse aussi qui a pas mal de contacts avec Saint-Hyacinthe, ben, ça peut aider aussi à attirer des joueurs de talent. Propriétaire avec Maxime? Il est propriétaire seul maintenant. Je pense que Max a vendu ses parts pour se concentrer. Ouais, juste pour se concentrer sur le podcast. Là. De mémoire. Ou c'est l'inverse. Je pense que c'est Guillaume qui a vendu ses parts de la poche bleue pour se concentrer sur le hockey. Mais Maxime Lapierre, je ne le vois plus dans l'entourage, honnêtement. Fait que je pense plus qu'il est avec l'organisation. Guillaume, on le voit un peu plus. Là. Mais bref, honnêtement, c'est juste bon pour l'avenir de cette ligue-là, en espérant que les médias plus traditionnels en parlent de plus en plus là, pour montrer que cette ligue-là... C'est fun. C'est une nouvelle ligue. C'est pas une nouvelle ligue, mais c'est une ligue qui mérite à être connue. Là. Puis, tu sais, moi, je l'ai pas dans le senior de Ligue américaine, mais je l'ai juste en bas ici avec les Braves de Valleyfield, là, dans le fond, le senior 3. Puis, tu sais, c'est aussi du bon calibre. Là. C'est le fun à voir qu'il y a enfin d'autres aspects que le Ligue nationale. C'est beaucoup plus abordable. C'est sûr qu'évidemment, il y a des bagarres. Là. C'est pas pour les enfants de 4 ans, là, mais je veux dire, tu sais, les adolescents trippent quand même. Puis, c'est une belle ligue. Il y a quand même des bons joueurs. Ça finit pas juste avec 45 minutes de punition, dont 12 bagarres. Donc, c'est vraiment le fun à voir pour eux.
Ben, le Senior 3A, c'est un petit peu l'ancienne Ligue nord-américaine, mais en mieux, dans le sens que maintenant, il y a pas mal plus de bagarres puis pas mal plus de jeux robustes dans le Senior 3A. Là. Les bagarreurs sont pas mal tous rendus là. Dans la Ligue nord-américaine, on a quasiment. Il y a des clubs qui en ont pratiquement pas. Là. Ouais, Donc, on a comme laissé. Mais il y a plusieurs joueurs de la Ligue Senior 3A qui font leur tour dans la Ligue nord-américaine, qui viennent souvent dépanner. Donc, c'est pas un mauvais calibre. Puis, je l'ai fait avec Jean-Michel aussi un match. Là, on a commenté un match. Puis, pour vrai, j'ai été surpris du calibre. Je m'attendais. Oui, c'est un petit peu plus, entre guillemets, sloppy. C'est moins rodé un peu. Il y a une petite différence de talent, mais pour vrai, c'est minime. Là. Je veux dire, il y a quand même du très bon hockey qui joue là, dans le Senior 3A. Et j'ai hâte de voir là, avec de plus en plus de joueurs de talent qui vont débarquer dans la Ligue nord-américaine, ben, naturellement, ça va faire en sorte qu'il va y avoir moins de postes dans la Ligue nord-américaine. Donc, ça va descendre par la suite dans le Senior 3A. Donc, ça va rehausser en plus le Senior 3A. Fait que non, pour vrai, le hockey senior au Québec, là, ça marche vraiment. Puis au niveau talent, il y en a de plus en plus. Puis ça va juste aller dans cette veine-là, surtout si on attire encore plus de joueurs de talent. On a des Gabriel Dumont qui a été repêché par Rivière-du-Loup, qui a été l'ancien du Rocket, l'ancien de Syracuse aussi. C'est fini par débarquer là-bas. Ben, Vin de rien, c'est un ancien marqueur de 50 buts dans la Ligue junior majeure du Québec. C'est pas piquer des verres. Là. Donc, si ces joueurs-là s'en viennent dans le circuit, ben, ça va juste être bon aussi pour le Senior 3A qui vont recevoir d'autres bons joueurs qui n'auront pas réussi malheureusement à se tailler une place dans la Ligue américaine, mais ils vont quand même descendre en bas pour jouer dans le Senior 3A. Puis comme j'ai dit, ça va rehausser le calibre là, à ce niveau-là. Ouais, tu vas avoir des expansions qui vont se faire probablement aussi, donc ça, c'est toujours bon pour le hockey. Plus que de hockey semi-professionnel ou professionnel, plus que les gens vont vouloir les regarder, donc c'est parfait. Ben écoute, Stéphane, c'est la première édition de 2026 qui est dans les livres, déjà terminée. Sinon, ben écoutez, si vous voulez encore vous entendre plus, si vous aimez vraiment ce qu'on fait, pour ceux qui le savent, on fait un autre podcast aussi en direct sous la bannière de Hockey sur demande. Donc sur YouTube, vous pouvez nous trouver là, facilement. On fait des lives, on parle plus vraiment d'actualité, LNH, canadien et tout ça. Donc si vous voulez en voir plus, eh bien, n'hésitez pas à venir faire un petit tour. Et sinon, eh bien, suivez la chaîne également de Chemin Télé pour non seulement il y a notre podcast, mais également plein de contenus variés aussi que vous pouvez là, visionner. Évidemment, c'est un produit local, Chemin Télé, dans le sens qu'on veut vraiment promouvoir l'aspect local de la chose. Donc, le mieux, c'est de nous faire une petite faveur. Allez vous abonner à la chaîne, allez encourager Chemin Télé pour rehausser également le nombre d'abonnés sur la chaîne YouTube et aussi avoir plus de vues là, également. Donc, allez vous abonner. Puis nous autres, on se retrouve dans 7 dodo pour une autre édition du podcast de Hockey sur demande. Faites attention à vous autres. Bonne année 2026 et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, bonne semaine.